La pression ne va pas baisser, elle va augmenter, et ce n'est pas une menace, c'est un calendrier. Un avion est déjà en bout de piste, les moteurs tournent, la décision a été prise avant que la majorité ne comprenne ce que cela implique. En 2026, atteindre V1 ne sera plus une option. Une fois ce seuil franchi, on ne freine plus. 3 années sous tension n'étaient pas un accident. Elles étaient un entraînement. Travailler sous pression est devenu la norme. Parce que l'époque l'exige. Et ceux qui espéraient un relâchement ont déjà perdu le fil. Ce qui est mis en avant n'est pas une promesse, mais un bilan, des résultats observables. Une production agricole record là où l'on répétait que c'était impossible, des filières nouvelles introduites malgré les railleries, malgré les voix internes qui disaient « ce n'est pas la priorité ». Elles parlaient de prudence, mais c'est ça. La trajectoire, elle, parlait de transformation. La révolution n'est pas décrite comme un slogan, elle est présentée comme une relation directe avec le peuple. Sans ce soutien, rien n'aurait été faisable. Avec lui, ce qui était jugé irréaliste devient exécutable. C'est là que le discours bascule. Les critiques ne sont pas réfutées par des mots, mais par des faits. Pendant que certains doutaient, on semait, pendant que d'autres se moquaient, on récoltait, et pendant que les esprits faibles parlaient d'impossibilité, le terrain répondait par des chiffres. Ce n'est pas un récit de confort, c'est une mise sous tension collective, un avertissement clair de la phase suivante demandera plus d'endurance que la précédente. Si cette pression est acceptée, elle devient la nouvelle normalité. Si elle est refusée, le décrochage est immédiat. La question n'est plus si le cap est maintenu. La question est qui tiendra quand la vitesse augmentera. Rien de ce qui arrive n'est présenté comme spontané. Chaque résultat est posé comme la conséquence d'une accumulation. 3 ans à introduire ce que l'on disait impossible. 3 ans à ignorer les rires, les avertissements, les conseils de renoncement. Le discours trace une ligne nette entre deux camps. Ceux qui parlent avant d'agir et ceux qui agissent pendant que les autres parlent. La différence ne se mesure pas en intention, mais en sol cultivé. En chaîne de transformation, en emplois créés, le cacao n'était pas une priorité. Disait-on, le café n'avait pas sa place. Affirmait-on, le blé, l'ananas, la vigne relevaient de la provocation. Ces réactions n'étaient pas idéologiques, elles étaient structurelles. Chaque nouveauté menaçait un ordre établi fondé sur l'importation, la dépendance et l'habitude. Piteux dans, la réponse n'a pas été frontale, elle a été opérationnelle, produire, puis transformer sur place, non pas pour exporter davantage, mais pour consommer autrement, changer ce que le pays mange. Transforme et valorise, c'est déplacer le centre de gravité du pouvoir économique. C'est ici que le récit devient plus profond. Le problème n'était pas l'agriculture, le problème était la croyance collective dans l'impossibilité. Cette croyance est décrite comme un poison lent, entretenu par la moquerie, la démotivation et la peur du ridicule. Et pourtant, le sursaut ne vient pas d'en haut, il est présenté comme diffus du sommet de l'État jusqu'au village guadegnien, quand une population cesse d'attendre l'autorisation d'y croire, le système commence à se fissurer. Ce qui est en jeu dépasse les récoltes. C'est une redéfinition du possible. Quand une chose jugée irréalisable devient réelle, elle ouvre la porte à toutes les autres, mais ce basculement a un coût. Il exige une pression constante, une vigilance permanente face à ceux qui préfèrent le confort du commentaire à l'effort de la construction. Si cette dynamique se consolide, l'autonomie devient une trajectoire. Si elle se fragilise, l'ancien discours reprend sa place sans effort. À ce stade, il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit de tenir. À partir de ce point, le récit cesse de parler seulement de production, il commence à parler de structure, former, équiper, transformer, créer les conditions pour que le pays n'exporte plus ses manques. L'éducation n'est plus présentée comme un symbole,
Elle devient un levier industriel, des amphithéâtres construits, des textes adaptés pour les équiper, il y en a des écoles et centres de formation positionnés là où la production existe déjà. Ce n'est pas une expansion académique, c'est un réalignement. Le message est clair, bien l'enseignement général seul ne suffit plus. La compétence doit suivre la matière. Produire sans transformer maintient la dépendance. Former sans déboucher entretient la frustration. La stratégie consiste à fermer cet espace. C'est dans ce cadre qu'apparaît l'université technologique, pas comme un projet abstrait, mais comme un chantier déjà lancé. Les délais sont imposés. Les entreprises en Maïmoun sont mises sous pression. L'objectif n'est pas l'annonce, l'objectif est la rentrée. Puis le discours opère un glissement volontairement brutal. Il reconnaît le retard, il le chiffre symboliquement. Parler des années 1800 n'est pas une erreur, c'est un électrochoc narratif. Un moyen de casser l'illusion de modernité et d'imposer une urgence collective. Rattraper 100 ans en moins de 5. L'énoncé fait sourire, mais il fixe un rythme mental, il interdit la lenteur confortable, il transforme le retard en responsabilité immédiate. La pression n'est plus seulement externe, elle devient interne. Se mettre soi-même sous tension devient une obligation morale. Parce que attendre revient à accepter le statu quo, c'est ici que la science entre dans le récit, non pas comme vitrine, mais comme infrastructure, des équipements sur place, la recherche qui ne s'exile plus, un microscope électronique de dernière génération installé et fonctionnel. Ce détail n'est pas technique, il est stratégique. Quand la recherche se fait localement, la dépendance cognitive recule. Quand les découvertes ne nécessitent plus le départ, la souveraineté change de forme. La santé, l'eau, les centres communautaires apparaissent ensuite, pas comme annonce isolée, mais comme pièce d'un même système. Ce que le discours impose, c'est une lecture globale. Chaque chantier renforce l'autre. Chaque retard accepté affaiblirait l'ensemble. À ce stade, une chose devient évidente. 2. Le rythme ne peut plus ralentir sans coup. C'est avec les infrastructures que le récit atteint un point de non-retour, parce qu'ici, l'erreur se paie sur plusieurs générations. Et le discours le sait, l'autoroute n'est pas présentée comme un chantier, elle est posée comme un choix moral. Accepter un financement extérieur sur 50 ou 60 ans pour une infrastructure déjà dépassée, c'était hypothéquer l'avenir avant même qu'il n'existe. Ce refus n'est pas décrit comme un acte de bravoure, il est présenté comme un calcul froid. 2 fois 2 voies, à crédit, à long terme. Ou 4 fois 2 voies, par ses propres moyens, à son propre rythme. Le débat n'était pas technique, il était civilisationnel. Les moqueries n'ont pas surpris, elles étaient attendues. Dire que ce n'était pas raisonnable, que le pays n'en avait pas les moyens, faisait partie du scénario, mais la réponse ne s'est pas faite dans les plateaux, elle s'est faite sur le terrain. Décider de faire soi-même, c'était tester une hypothèse à 2i, faire confiance aux ingénieurs locaux, mobiliser des équipements, y concentrer une main-d'œuvre massive, transformer un chantier en démonstration de capacité. Plus de 100 bulldozers, un rythme inédit, des délais qui raccourcissent au lieu de s'étirer. Chaque chiffre cité sert une fonction précise de Bediam à montrer que la lenteur n'est pas une fatalité africaine, mais une construction politique. Le nettoyage avance plus vite que prévu. Les échéances tiennent, mais le carburant et le bitume deviennent les seuls verrous restants. Tout le reste est déjà là. Ce n'est plus un projet isolé, c'est un prototype. Si celui-ci tient, d'autres autoroutes suivront. Et avec elles, il y a une nouvelle manière de penser l'infrastructure, de ça non comme dépendance financière, mais comme outil stratégique. Les routes ne servent pas qu'aux civils, elles structurent la sécurité, elles déplacent les forces, elles raccourcissent le temps de réaction. L'infrastructure devient une extension silencieuse de la souveraineté. À ce stade, le message est implicite, mais lourd. Nos deux, de revenir en arrière serait plus coûteux que continuer, parce que ce qui est engagé dépasse les budgets.
Cela touche à la crédibilité collective. Si ce modèle s'impose, il redéfinit les standards régionaux. S'il échoue, il servira de prétexte à tous ceux qui n'attendaient qu'un faux pas. La marge d'erreur se réduit, la pression, elle, continue de monter. À ce stade, le discours ne cherche plus à rassurer, il cherche à immuniser, parce que lorsque les chantiers deviennent visibles, la pression change de nature. Elle ne vient plus seulement du doute interne, elle vient de l'extérieur et elle est décrite comme systématique. La critique n'est plus accidentelle, elle est organisée, dénigrée, salir, démoralisée, non pas pour corriger, mais pour ralentir. Quand un pays commence à produire, transformer et construire par lui-même, il devient imprévisible, et l'imprévisible dérange. Les impérialistes, dit le discours, ne manquent jamais de ressources narratives, ONG, communiqués, menaces voilées. Tout est bon pour attaquer le moral avant d'attaquer les résultats. L'objectif n'est pas de stopper les machines, l'objectif est de casser l'endurance humaine. C'est ici que la rhétorique se durcit. Les opposants internes ne sont plus présentés comme de simples contradicteurs, ils sont décrits comme des relais, des voix alignées, des individus incapables de rompre avec une logique héritée. Le propos choque volontairement, il force la polarisation parce que la neutralité devient, dans ce contexte, une forme de passivité stratégique. Se taire, c'est laisser l'ancien récit reprendre de l'espace, mais le cœur du message n'est pas l'attaque, il est dans la comparaison silencieuse. Pendant que certains parlent, d'autres construisent. Pendant que certains écrivent, d'autres produisent. Le contraste devient l'argument principal. Les forces de défense, de sécurité, les VDP sont alors érigés en référence comportementale, non comme figures héroïques, mais comme modèles d'endurance, menacés, intimidés, critiqués, et pourtant présents sur le terrain. Le résultat devient le seul juge légitime. Quand les zones se sécurisent, quand les frontières se stabilisent, le discours s'éteint de lui-même. Ce passage n'est pas anodin. Il indique que la phase suivante sera plus dure que la précédente, moins tolérante à la distraction, moins ouverte au demi-engagement. À ce niveau de transformation, participer devient un choix, s'abstenir en devient un autre, et chaque choix aura un coût. Ce que le récit prépare, ce n'est pas l'adhésion totale, c'est la responsabilité individuelle face à une trajectoire collective. Si l'élan est soutenu, l'irréversibilité s'installe. Si l'élan faiblit, la contre-offensive narrative trouvera son ouverture. Le message est clair. L'histoire ne s'arrête pas par fatigue, elle s'arrête par renoncement. À ce niveau du récit, l'individu disparaît progressivement, le nom s'efface, le système prend le relais et ça y est, ce qui est mis en avant n'est plus une voix centrale, mais une dynamique collective, ingénieurs, ouvriers, enseignants, chercheurs, soldats, des profils différents, une même pression et une même responsabilité historique. Le discours insiste sur un point précis. Ce qui est en train de se faire est unique, et non pas pour flatter, mais pour rappeler que cette fenêtre ne se reproduira pas facilement. Le participer maintenant, c'est inscrire son nom dans un moment fondateur. Attendre, c'est accepter d'en être spectateur. L'appel n'est pas émotionnel, il est presque administratif. Si vous pouvez contribuer, faites-le. Si vous avez une compétence, engagez-la. Parce que demain, la narration se figera et l'histoire retiendra ceux qui étaient là. Cette logique transforme le travail en acte politique. Construire une route, équiper un laboratoire, former un étudiant, chaque action devient une pièce d'un récit plus large. La fatigue est reconnue, elle n'est pas niée, mais elle n'est pas acceptée comme excuse, parce que le renoncement collectif coûte plus cher que l'effort individuel. Le discours boucle alors sur le courage.
pas comme vertu abstraite, mais comme condition opérationnelle, tenir malgré le bruit, avancer malgré la pression, continuer malgré les tentatives de découragement. Il n'y a pas de promesse de facilité, il n'y a pas de promesse de reconnaissance immédiate. Il y a seulement une certitude: ce qui est construit maintenant définira le niveau de demain. À ce stade, la trajectoire est claire. Non, soit le pays accepte cette densité d'efforts comme nouvelle norme, soit il ralentit et le retard se recompose. Hier, le récit ne cherche plus à convaincre. Il sélectionne ceux qui restent et ceux qui décrochent. La santé, la stabilité familiale, la clarté mentale sont évoquées en dernier, non comme détail, mais comme ressources indispensables pour tenir la durée. Ce n'est plus un message d'encouragement, c'est une consigne de continuité. Et dans cette continuité, une chose devient évidente: le plus difficile n'est pas de commencer, c'est de ne pas s'arrêter. À ce stade, le récit resserre. Il ne parle plus d'élan, il parle de durée, parce que ce qui a été engagé ne peut plus être évalué à court terme. Les infrastructures, les formations, la sécurité, la transformation locale ne produisent pas des effets instantanés. Elles exigent une continuité que peu de sociétés acceptent réellement. Le danger n'est plus l'opposition frontale. Elle est visible, prévisible, presque confortable. Le danger devient l'usure, l'habitude, le moment où l'effort cesse d'être exceptionnel et devient simplement fatigant. C'est là que le silence devient un facteur politique, quand on ne conteste plus, quand on ne soutient plus non plus, quand on laisse faire en espérant que d'autres porteront la charge. Le discours met en garde contre cette zone grise, parce que l'histoire ne bascule pas seulement par des ruptures violentes, elle bascule aussi par des relâchements progressifs. Ce qui a été construit peut encore tenir, mais seulement si la pression reste assumée, pas comme une contrainte extérieure, comme une discipline collective. Le message est dur, mais cohérent. 2. Le confort est un luxe réservé aux sociétés déjà stabilisées. Celles qui rattrapent leur retard n'y ont pas encore droit. À ce niveau, l'avenir se fragmente en scénarios. Si l'effort se maintient, la normalité change et ce qui était exceptionnel devient standard. La production locale cesse d'être une fierté pour devenir une évidence. Si l'effort faiblit, le système ne s'effondre pas immédiatement. Il se fige, les chantiers ralentissent, les discours reprennent le dessus et le retard, silencieusement, se reconstitue. Il existe aussi un troisième scénario, celui du déni. Continuer à parler de transformation sans accepter le coût qu'elle impose, c'est le scénario le plus dangereux, parce qu'il conserve les mots tout en vidant les actes. À ce point précis, le récit ne demande plus l'adhésion, il demande une lucidité, regarder le chemin parcouru et mesurer ce que coûterait l'abandon. La trajectoire est engagée, elle n'est pas encore irréversible, mais chaque mois qui passe la rend plus difficile à interrompre. La question n'est plus collective, elle devient intime. Jusqu'où chacun est prêt à tenir. À la fin, il ne reste qu'un choix nu, pas entre le bien et le mal, mais entre la continuité et la fatigue. Ce qui a été engagé a déjà déplacé les lignes. Les habitudes ont été bousculées, les dépendances ont été exposées, et surtout, l'idée selon laquelle on ne peut pas a été fissurée. Une fois cette fissure ouverte, elle ne se referme jamais complètement. Accepter cette trajectoire, c'est accepter une pression durable, pas spectaculaire, pas héroïque, une pression quotidienne, silencieuse, exigeante, celle qui oblige à produire avant de commenter, à transformer avant de comparer, à tenir avant de célébrer. Refuser à cette trajectoire ne provoque pas une chute immédiate, elle provoque pire, un retour progressif à la normalité ancienne. Les mots restent, les discours continuent, mais l'effort se dilue
et le retard reprend sa place au sans bruit. Il y a aussi l'option la plus confortable de ne observer, ni soutenir pleinement, ni s'opposer frontalement. Attendre de voir, c'est souvent ainsi que les moments historiques se referment, non par attaque, mais par absence de relais. Le récit, au fond, ne cherche plus à convaincre, il met chacun face à une responsabilité simple. 2, il y a en haut, ce qui est en train de se construire ne survivra pas à l'indifférence. La pression annoncée pour 2026 n'est pas une figure de style, non, c'est un filtre. Elle séparera ceux qui accompagnent le mouvement de ceux qui expliqueront plus tard pourquoi il était trop exigeant. L'histoire retiendra les résultats, pas les intentions, pas les commentaires, pas les excuses. Reste une question. Impossible à déléguer de biais dans cette phase. Serez-vous un point d'appui ou un témoin passif d'un élan qui vous dépasse? 3S.